À la une ce soir, afin de marquer cette journée de grève nationale, un rassemblement syndical était organisé devant la préfecture afin de protester contre les conditions de travail des agents au service de l'État. Mais ce mouvement a-t-il été suivi? Les images dans notre journal. Il y a un an, les principales artères de la Guyane étaient bloquées afin de marquer le mouvement de contestation. La responsable du barrage de la Crique-Foyer, l'un des plus importants de Cayenne, revient sur cette période dans votre journal. Enfin, nous suivrons des collégiens qui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, ont été visiter la centrale d'eau potable de la Comté. Un excellent moyen de s'abreuver de connaissances, comme vous pourrez le constater dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale qui est aussi diffusée en direct sur Facebook. Je vous le disais en titre, si ce jour national de grève a été considéré comme un jeudi noir à Paris, cela n'a pas été le cas en Guyane, où une foule assez peu nombreuse s'est massée devant la préfecture. Ayodele Germa était sur place. Grève peut-être, mais pas pour tout le monde. Après un voyage à Bruxelles dans le cadre de son mandat de président des régions ultra-périphériques, Rodolphe Alexandre s'est aujourd'hui entretenu avec la ministre des Outre-mer afin de faire le point sur les avancées de l'accord de Guyane, un sujet de Stéphane Alexandresco. Ce matin, Rodolphe Alexandre, président de la CTG, s'est entretenu avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. De nombreux points concernant la Guyane ont été évoqués. Nous avons abordé de nombreux sujets, notamment les accords de Cayenne, notamment sur les aspects qui nous concernent directement. Je parle des lycées, des collèges, de l'infrastructure et des choses comme celle-là. Puis nous avons ensuite abordé les propositions dans le cadre des 40 millions soutenus par le président Macron pour le numérique. Et puis nous avons abordé également la question de la santé, notamment de l'hôpital, pour nous des PMI, des crèches, de ce qui va sortir véritablement fléché sur les fonds européens. Il a été aussi question de l'avancée des accords de Guyane. Et d'une manière globale, je dirais que oui, ça avance, parce qu'il faut savoir qu'il y a des procédures. Nous sommes dans un cadre légal, avec des règles, avec des lois, et qu'en l'occurrence, ces procédures nécessitent qu'il y ait donc des appels d'offres, qu'il y ait des concours, etc. Donc pour ce qui nous concerne au niveau de la CTG, nous avons aujourd'hui la capacité de dire à la population que les 4 lycées sont bien partis. Lycée de Maripasoula, lycée de Saint-Laurent, lycée de Macoria, lycée de Saint-Georges. Les 5 collèges également, que ce soit sur Saint-Georges, sur Macoria, sur Saint-Laurent ou sur Cayenne, nous sommes dans des procédures maintenant d'appel à travaux. Ça veut dire que nous avons franchi le cap déjà des premières sélections des architectes ou de leur cabinet. Et maintenant, nous lançons véritablement pour le BTP la phase opérationnelle. Donc ça va démarrer à partir des vacances, la période sèche, on va dire septembre-octobre, et nous aurons 2 ans, voire 3 ans, pour pouvoir livrer, clé en main, ces bâtiments aux enfants de la Guyane. Sur la santé, aujourd'hui, nous avons recruté, pour la part qui nous concerne, je parle de la CTG, recruté 3 nouveaux médecins, à peu près 5 infirmières, restructuré les assistantes sociales, mis en place la logistique. Maintenant, il y a une convention qu'on doit affiné entre le char et le centre de santé. Et maintenant, la grande question qu'on a posée à Madame la ministre, c'est la question de l'hôpital, la construction d'un hôpital pour la Guyane, correspondant à sa population et correspondant aux besoins en termes de santé. La population, parfois, est circonspecte, parfois elle doute, mais les dossiers avancent, mais qu'il y a des procédures. Et en ce qui nous concerne, nous allons respecter les accords de Guyane, nous allons être plus que vigilants, et j'ai en face de moi des partenaires aujourd'hui qui démontrent également, donc l'État, la volonté que nous travaillons ensemble. Politique toujours, je vous en parlais hier, après l'ENAIC Adam, Gabriel Serville a interpellé le gouvernement sur la mise en place du plan d'urgence suite aux événements de mars et avril, mais regardez plutôt. En 1960, à Cayenne, le général de Gaulle disait, je cite, « Il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné est une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre. » De retour, en 1964, il annonçait un projet d'envergure pour assurer le développement, et je le cite encore, de cette terre lointaine, mais non pas terre oubliée. En réalité, il s'agissait d'y implanter la base spatiale, non pas pour développer la Guyane, mais essentiellement parce qu'elle offrait toutes les garanties pour une telle aventure, et notamment sa position géostratégique.
En 1984, ce fut au tour du président Mitterrand de dénoncer des lancements de fusées sur fond de bidonville. À force d'espérer, la Guyane désespère et à ce jour, elle continue de s'inquiéter quant aux suites qui seront réservées au plan d'urgence et plus particulièrement au plan additionnel signé le 21 avril 2017. Car voyez-vous, malgré la publication au journal officiel de la République qui leur confère un caractère juridiquement incontestable et opposable, votre gouvernement ne semble pas décidé à leur accorder les suites favorables attendues par notre population. Et la Guyane ne supporte plus de donner l'impression de quémander. Et pour cause, ses ressources minières, sa biodiversité, ses ressources halieutiques et sa position géostratégique devraient en faire un joyau singulier au sein de la République. Dès lors, que pouvez-vous répondre à la Guyane qui réclame simplement le strict respect de l'accord du 21 avril 2017 ? Comme je m'y étais personnellement engagée, le site internet permettant à chaque citoyen de suivre chaque mesure à destination de la Guyane et dans le projet effectivement qui avait été signé, dans le contrat, sera en ligne à la fin du mois. Et ce site, il sera, et c'est important, interactif, c'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir les remarques des citoyens et pouvoir y répondre, et c'est extrêmement important parce que la transparence, c'est aussi notre méthode. De même, le budget 2017 que ce gouvernement a revu, comme le budget 2018 que ce gouvernement a conçu, traduit aussi le plan d'engagement en direction de la Guyane, et vous le savez aussi. Et si vous voulez des exemples ou des preuves, puisque c'est le mot que vous utilisez, eh bien, des crédits exceptionnels de l'État sont prévus pour la construction scolaire, par exemple. 250 millions d'euros engagés sur 5 ans pour la construction de lycées et de collèges et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Autre engagement pris par le président de la République en Guyane, la reprise de la gestion du RSA en Guyane, comme d'ailleurs à Mayotte, puisque nous l'appliquerons également à ce territoire. Depuis le début de la semaine, nous revenons sur ce que certains appellent le printemps guyanais. Aujourd'hui, c'est Yolène Yekpang, responsable du barrage de la Crique Fouillée, qui se souvient de cette période hors du temps qui a marqué la Guyane. Elle se confie à Ayodele Germa. C'est ici que pendant 1 mois et demi, le principal barrage de la mobilisation de mars-avril 2017 a été érigé. 1 an après, Yolène Yekpang, l'une des responsables de l'organisation, se rappelle d'un moment de communion. Sur ce barrage, il y avait bien sûr toute une série d'acteurs. Dans les cuisinières qui ont fait un travail formidable, parce que c'est vrai que, comme on dit chez nous, un sac vide pas qu'à bédoubout. Et donc ces personnes-là, c'était vraiment organisé pour qu'on ne manque de rien. Et puis je voudrais aussi souligner tout l'investissement, toute la mobilisation, toute la participation et toute la solidarité surtout de la population qui a compris à ce moment-là que les enjeux étaient importants et nous n'avons manqué de rien grâce à toutes ces personnes. Et puis toutes ces personnes aussi qui se sont mobilisées spontanément, qui sont venues, qui ont apporté leur aide et qui étaient là sur les barrages le jour, la nuit, parce qu'il nous fallait des équipes de jour, des équipes de nuit, il fallait de l'aide. Il fallait des bras et les gens ils sont venus sans qu'on ait rien demandé. Je vous prie d'accepter nos excuses pour ce petit contretemps technique. Ça ne nous empêche pas de continuer. Je vous le disais en titre, si ce jour national était un jour national de grève à Paris, cela n'a pas vraiment été le cas en Guyane où une foule assez peu nombreuse s'est massée devant la préfecture. Ayodele Germa était sur place. Accès à la santé, à l'eau potable, au transport, à l'éducation et de nouveau un signal d'alarme contre l'insécurité au sein des établissements scolaires. Côté nous, quand il y a violence dans l'école, il a proposé de mettre plus de monde dans l'établissement et qui est moins moyen. Donc ça y est carton, vous pas savez. Ils étaient une soixantaine ce matin devant la préfecture avec ce message. Les services publics en Guyane sont sous-investis et ne parviennent pas à répondre aux besoins de la population. Ce qu'on revendique, c'est de réels investissements dans les services publics. La Guyane a la particularité d'avoir une démographie galopante. Nos services publics, que ce soit dans l'éducation, la santé, les transports, la justice, sont sous-investis. On a vraiment besoin de construire des services publics de qualité sur l'ensemble du territoire si on ne veut pas aggraver la paupérisation de la population. Même discours pour cet agent de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Pour lui, les services publics peinent à répondre aux attentes des usagers. Les usagers de la route en particulier peuvent le constater. Les bords de route, de manière générale, ne sont pas correctement entretenus.
Donc ce qui nous manquerait, c'est des effectifs supplémentaires et des moyens matériels pour pouvoir faire les entretiens de notre infrastructure. Et puis que chaque secteur de la Guyane puisse être doté d'un centre d'intervention et d'exploitation pour permettre d'avoir un service de proximité et d'être au plus près des usagers pour leur sécurité. Pour ce manifestant, le gouvernement choisit de faire des économies au détriment du bien-être des élèves et des enseignants. L'avenir, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés sur l'autel de la finance, de la rentabilité. La situation en Guyane, elle est catastrophique, que ce soit sur les fleuves ou bien sur le littoral. Beaucoup d'enfants non scolarisés, déscolarisés. Nous avons d'énormes difficultés concernant le recrutement d'enseignants. De grosses difficultés également dans nos conditions de travail. Beaucoup d'enseignants vivent en souffrance vis-à-vis des élèves qui sont aussi en souffrance. Nous avons une grosse dégradation de nos conditions et bien sûr cela affecte notre santé, qui fait qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Les organisations syndicales ont prévu de se revoir le 27 mars prochain pour faire une analyse de cette journée et des perspectives à envisager. Direction la mairie de Makouria qui a inauguré hier son premier conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La ville est en proie à des montées de violence qui ont d'ailleurs occasionné un mouvement de grève des professeurs du collège André Silver en début de semaine. Mais quel est le rôle exact du CLSPD? Les réponses glanées par Jonathan Lariot. Il ne s'agit pas d'échapper à la case prison. Il s'agit surtout de mettre en place un plan d'action sur la prévention de la récidive, tout simplement. Donc c'est de s'occuper, à vrai dire, des primo-délinquants, donc des délinquants soit qui sont déjà passés par la case prison, qui en sortent. Donc d'où les actions à mettre en place, notamment sur l'insertion professionnelle. Donc voilà, nous avons un certain nombre notamment de chantiers sur Makouria, parce que c'est une ville qui s'agrandit. Donc là, il y a effectivement une coordination à mener avec l'ensemble des acteurs. Et puis, quelque part, effectivement, il faut pallier, je dirais, quelque part à cette justice qui, malheureusement, est parfois faillible sur certains axes. Certaines mesures, on souhaite être plus proche d'eux. Donc on va créer pour ceux qui se sont fait attraper des tiges, des travaux d'intérêt général. Et on ne souhaite pas directement leur faire passer par la case prison. Nous, on ne pense pas que ni Soula, ni le Bourg, ni même la zone Sablance, on ne peut pas vraiment traiter ça dire que ce sont des ghettos. Pour ne pas en arriver là, on souhaite effectivement intervenir et être plus présent dans la zone. Vous pensez que ce sera suffisant? Oui, c'est déjà un début et on verra où jusque ça ira. Restez avec nous, à venir dans votre journal. Les élèves de Camopi rêvent en grand lors d'un forum des métiers organisé à Remire-Montjoly. Et puis, éducation toujours, avec une rencontre entre des étudiants et les responsables de chez Boeing. Ouvrons donc le chapitre éducatif avec un groupe d'élèves de Camopi qui a fait le voyage jusqu'à la capitale afin d'assister à un forum des métiers. Alors que la représentativité manque cruellement dans leur commune d'origine, quel métier souhaitent exercer ces jeunes dont les rêves sont loin d'être enclavés? Les réponses dans ce sujet de Jonathan Lariot. Jean-Louis a 14 ans et face à lui et ses camarades un pilote de ligne d'une compagnie aérienne. Ce professionnel explique les rudiments de son métier. Pour Jean-Louis, l'attention est à son maximum car devenir pilote est le premier de ses vœux de carrière. Un métier qu'il souhaiterait exercer plus tard à Camopi, d'où il est originaire. Je peux faire ça à Camopi car à Camopi, il y a une piste mais il n'y a pas d'avion. J'aimerais bien faire des avions descendre à Camopi car il n'y a pas des avions à Camopi et il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas d'ambulanciers aussi. Aujourd'hui, ils sont une trentaine d'élèves de 3e du collège de Camopi à faire comme Jean-Louis. Dans ce forum des métiers organisé par le collège Rébert-Néron, chacun découvre un possible choix de carrière dont certains n'existent pas à Camopi. C'est difficile parce qu'il n'y a pas assez de métiers là-bas. Ambulancier, infirmière, et je veux que tous les élèves de Camopi réussissent un peu. Malgré ce genre de démarche, le pourcentage d'élèves qui partent faire de longues études au départ de Camopi reste peu élevé.
L'objectif à long terme, c'est quand même qu'il y ait un maximum de professions à Camopi qui soient tenues par des gens de Camopi. Parce qu'actuellement, tous les enseignants, la plupart des professions médicales sont tenues par des gens extérieurs à Camopi. Il faut absolument que les jeunes s'engagent dans des études longues, plus longues, et viennent occuper les postes disponibles à Camopi. C'est vraiment l'objectif du collège. Pour ces élèves, cette journée, c'est toucher du doigt un avenir de rêve. Il leur reste quelques mois avant la fin de l'année scolaire pour se décider. L'école de commerce de Guyane reçoit en ce moment 2 vice-présidents de la société Boeing. Les 2 responsables de la branche spatiale sont venus à la rencontre des étudiants pour un retour d'expérience et la présentation d'un projet commun. Jonathan Lariot a assisté à cette rencontre. Il n'y a pas de limitation sur le type d'idée. C'est vrai que les boosters sont plutôt spécialisés pour que les dispositifs, les entreprises ou les futures entreprises ne se marchent pas sur les pieds dès le départ. Donc si on fait des applications plutôt liées à la mer, c'est plutôt spécialisé autour du booster qui se trouve à Brest. Ici, plutôt sur la biodiversité, c'est aussi parce que vous avez un nombre de chercheurs importants ici sur la biodiversité qui sont capables d'apporter des idées, qui ont des besoins et qui donc peuvent répondre à un marché. Le processus de labellisation est en cours. Donc l'examen pour le grand oral, pour soutenir la labellisation, a lieu le 5 avril. Je suis ici à l'EGC parce que l'EGC accompagne le processus et les industriels et l'EGC, quand ils participent à un booster, ils apportent quelque chose aux entrepreneurs. Donc l'EGC va pouvoir apporter, à travers ses étudiants, les business plans, les études de marché nécessaires à la création des entreprises. Ce 22 mars est aussi la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, des collégiens de Macoya ont eu l'opportunité de visiter l'usine d'eau potable de la Comté afin de s'abreuver de connaissances. Qu'ont-ils appris à cette occasion? Gaël Oassim leur a posé la question. En cette belle journée ensoleillée, armés d'un casque de protection et de leur motivation, ces jeunes Macoriens sont allés visiter l'usine de traitement des eaux. Elle est située sur les bords de la Comté. Plutôt curieux et amusés, ils ont participé à plusieurs ateliers avant d'aller visiter les installations. Qu'ont-ils retenu? On recycle l'eau, il faut apprendre comment ça se passe, pourquoi on recycle l'eau. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'eau. J'ai appris qu'en fait, comment ça passe l'eau, comment l'eau passe pour avoir de l'eau propre, parce qu'au début, l'eau elle est sale. Et qu'après, quand on utilise l'eau, l'eau après devient sale pour après la refaire être propre. Une visite de terrain et des cours pratiques et ludiques. Dans le cadre du programme scolaire, et ça permet aussi de sensibiliser les élèves à la gestion des ressources naturelles, aux gestes éco-citoyens et aussi à leur faire connaître en profondeur tous les apprentissages scolaires sur les techniques de séparation de l'eau, telles que la décantation, la filtration. Après un petit tour de l'usine, nous avons posé la question à cette collégienne pour savoir ce qu'elle aurait retenu. C'est plus important de nettoyer l'eau que si on ne nettoie pas l'eau, on pourra avoir plein de maladies, mourir. La CEPANGUI, à l'initiative de cette visite, tend à sensibiliser les scolaires et le tout public sur cette ressource vitale. Ma vocation, c'est de travailler avec les scolaires principalement, donc en accompagnant à la fois les professeurs qui veulent travailler sur l'eau et en assurant des animations auprès des élèves. Et parmi les animations, une des animations les plus courues, c'est celle qui consiste à visiter les sites de traitement de l'eau. Et tout l'enjeu pour nous qui accompagnons ces écoles, et en particulier celles sur la CACL, c'est de les sensibiliser sur l'importance de préserver l'eau et de l'économiser. La Guyane, avec ses étendues d'eau, garde une part de mystère pour ses habitants qui, par cette visite, entrent de plus en plus dans le bain. Direction à présent la Guadeloupe, où l'eau n'est pas forcément à la fête. Une casse sur le réseau a en effet entraîné la fermeture de 3 établissements scolaires. Complément d'information d'Anne-Elisabeth Artsen.
Privés d'eau depuis hier après-midi, les 3 lycées du secteur de Bainbridge ont dû fermer leur établissement aux élèves ce mercredi. Nous avons beaucoup hésité, mais comme on nous avait donné l'assurance que le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 6 h du matin, l'eau serait présente dans notre établissement, donc nous n'avons pas pris le risque d'arrêter les cours. Par contre, ce matin, un petit peu avant 5 h du matin, nous avons eu confirmation qu'une deuxième canalisation s'était rompue et donc là, nous sommes assurés qu'il n'y aura pas d'eau aujourd'hui. Donc très rapidement, avec mon adjointe, nous avons pris les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire prévenir les familles de ne surtout pas emmener leurs enfants ce matin à l'école. Déjà, nous avons étudié toutes les possibilités pour ne pas fermer l'établissement. On a attendu jusqu'à pratiquement 7 h 30, 8 h. Pourquoi? Parce que nous avons des concours en ce moment, nous avons des conseils de classe. Nous sommes obligés de fermer l'internat à midi. Nous avons pu conserver nos élèves de classe préparatoire en cours jusqu'à midi en faisant de gros efforts. Nous avons annulé l'école des classes préparatoires du mercredi après-midi. En tous les cas de cause, il sera difficile que l'établissement ferme demain matin, sinon nous remettons en cause pratiquement une bonne partie de l'année scolaire. Qu'il soit au jardin d'essai ou à Bainbridge, cette fermeture inattendue a pénalisé ses élèves. Depuis 7 h que je suis arrivé et maintenant je pars là, mais il n'y a aucune information qui arrive aux parents, donc on est venu sans savoir. Je suis arrivée en bus et on m'a dit qu'il n'y avait pas cours parce qu'il y a une coupure d'eau dans le lycée, je crois à LPO aussi, à Bainbridge aussi. Et vu que mes parents ne pouvaient pas venir me chercher, j'ai dû rester dans le lycée jusqu'à maintenant. Alors je n'ai absolument pas été informé de la coupure d'eau, mais apparemment les autres lycéens en ont été informés. Donc comme je suis en prépa, on a quand même dû travailler pour la préparation au concours. Mais malheureusement, on doit quand même quitter l'établissement car il n'y a pas d'eau, du coup on n'a pas cours cet après-midi. Les proviseurs demandent à leurs élèves de se tenir informés concernant la réouverture de leur établissement, qui sont donc fermés jusqu'à nouvel ordre. Comme chaque jeudi, rendons-nous au cinéma où le deuxième volet de Pacific Rim vient de faire son entrée au programme Robots et monstres géants à découvrir dans cette bande-annonce. Nous sommes nés dans un monde en guerre. Entre les monstres qui détruisaient nos villes et les monstres que nous avions créés pour les arrêter. Nous pensions avoir fait assez de sacrifices. Mais la guerre, qui nous semblait pourtant terminée, ne fait que commencer. Et la seule chose qui se dresse face à l'apocalypse, c'est nous. Peu importe d'où vous venez, qui a cru en vous ou non. Ce moment nous appartient, nous pouvons changer le cours des choses. Maintenant, à nous de jouer. C'est ça que je veux. Ils ont évolué. Et ils peuvent anéantir toute trace de vie. Je pense que je pourrais m'y faire. Il faut que je vous montre quelque chose. Eh ben, il est plutôt balèze. Balance-lui tout ce que t'as! C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 23 mars. Afin de marquer cette journée de grève nationale, un rassemblement syndical était organisé devant la préfecture afin de protester contre les conditions de travail des agents au service de l'État. Mais ce mouvement a-t-il été suivi? Les images ont été dévoilées dans notre journal. Il y a un an, les principales artères de la Guyane étaient bloquées afin de marquer le mouvement de contestation. La responsable du barrage de la Crique Fouillée, l'un des plus importants de la Guyane, est revenue sur cette période pour nous. Enfin, nous avons suivi des collégiens qui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, ont été visiter la centrale d'eau potable de la Comté, un excellent moyen de s'abreuver de connaissances, comme vous avez pu le constater dans cette édition.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.